Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec Ivan Vagic de chez Wimo One pour une vidéo inédite pour discuter de la stratégie et de la performance de la SCPI. Alors vous le savez sûrement, les performances 2025 des SCPI ont désormais été annoncées et la performance de la SCPI Wimo One n'est pas passée inaperçue, avec un taux de distribution qui est égal à la performance globale annuelle pour cette SCPI de 15,27% sur l'année 2025. On le sait, c'est une performance qui a fait beaucoup réagir et qui peut également poser question, car c'est un record que nous n'avions encore jamais atteint sur le marché de la SCPI. Alors l'objectif de cette vidéo est très simple, on va rentrer dans les détails sans langue de bois pour décrypter les raisons pour lesquelles il a été possible à Wimo One d'atteindre cette performance. C'est parti. Bonjour Ivan. Bonjour Clément. Alors Ivan, toi tu es le fondateur de Wimo Reim, une jeune société de gestion connue notamment pour sa SCPI Wimo One. Tout à fait. Merci d'être avec moi aujourd'hui et on va mettre les pieds dans le plat. L'année dernière, pour 2025, donc Wimo One a affiché une performance exceptionnelle, un taux de distribution et un PGA, performance globale annuelle, qui sont en l'occurrence égaux dans ton cas à 15,27%. Lorsqu'on avait fait la première vidéo ensemble, tu m'annonçais une cible d'objectif de rendement à 9,5%. Vous avez explosé les compteurs. Comment c'est possible ? Eh ben écoute Clément, déjà merci de m'accueillir une deuxième fois parce que c'est vrai que la première fois tu nous avais bien aidé à nous lancer lors du démarrage de Wimo One. Alors c'est vrai qu'au début on a été quand même assez prudent lorsqu'on a annoncé notre 9,5% parce que il y avait des éléments qu'on maîtrisait pas. Et finalement, on a eu, grâce au travail des équipes et avec un peu de réussite au niveau de l'exécution, une exécution quasi parfaite qui nous a permis de doper la performance sur l'année 2025. Alors pardon, ça veut dire quoi une exécution quasi parfaite ? C'est la vitesse d'investissement, c'est la qualité des investissements, les deux à la fois ? Alors, c'est vrai que déjà, on est arrivé sur un marché qui s'était déprécié au niveau de la valeur des actifs. Et donc, forcément, ça nous a permis d'aller chercher de la valeur et de pouvoir acheter des actifs, enfin, en tout cas, de pouvoir se positionner sur des actifs à des taux acte en main qu'on ne pouvait pas voir il y a à peine 2-3 ans. On parle de quoi ? Donc, on parle de 8, on parle de 9% ? Exactement. On parle d'actifs entre, on va dire, 7,5 et 9%. Là où, en fait, il y a à peine 3 ans, 4 ans en arrière, on était plutôt entre 5 et 7, par exemple. Donc, les actifs se sont déjà bien appréciés. Enfin, en tout cas, les rendements se sont appréciés à la hausse. En fait, dans la SCPI, il y a des effets mécaniques. Il y a des effets mécaniques qui peuvent avoir un effet relutif sur la performance. Effet relutif, c'est un mot qui signifie qu'en fait, on peut améliorer la performance de par les mécanismes qui sont les mêmes pour toutes les SCPI d'ailleurs. N'importe quelle SCPI qui démarre s'inscrit dans un cadre juridique et réglementaire qui t'impose par exemple notamment un délai de jouissance. Et donc le délai de jouissance, c'est la durée pendant laquelle on ne perçoit pas de loyer. Donc j'investis par exemple en janvier, pendant 2, 3, 4, 5, 6 mois, je ne vais pas toucher de loyer. L'idée, c'est de permettre à la société de gestion de déployer ce capital, parce qu'on est sur de l'immobilier, c'est pas un clic, contrairement à du LVMH en bourse par exemple. Donc c'est bien ça, donc c'est pendant toute cette période, on ne touche pas de loyer, et ça vient reluer la performance pour les anciens associés. Tout à fait. Et chez Wimo, on a fait un choix qui est un peu philosophique, c'est que lorsque j'ai monté la SCPI, avec mes associés, on s'est posé la question évidemment du délai de jouissance. Et nous, on a choisi d'avoir un délai de jouissance plutôt long, il est de 6 mois plein. Et en fait, pourquoi ? C'est parce qu'en fait, on voulait décorréler les investissements de la pression de la collecte. Ça veut dire qu'on ne voulait pas que les équipes investissement se disent en fait j'ai trop d'argent à déployer, je ne sais pas où je vais le mettre, en fait j'ai tel et tel actif qui passe sous la main, ils sont pas ils sont pas parfaits mais j'y vais quand même. Parce que je suis obligé en fin de compte. Parce que je suis obligé, exactement. Et donc nous philosophiquement déjà on a mis une sorte de garde-fou pour nous dire qu'à long terme on peut faire bien notre travail grâce à ça. Donc ça je dirais que c'est la base et le fondement de la SCPI, de notre SCPI. Mais mécaniquement, si on arrive à déployer les fonds plus rapidement parce que le marché est propice et il le permet, si on arrive à investir plus rapidement que l'entrée en jouissance départ, finalement on arrive à servir de ces loyers qui vont au profit des investisseurs qui ont déjà purgé leur délai de jouissance. Pour mettre ça en chiffres très clairs, donc avec vos 6 mois pleins, vous êtes les plus élevés, si je ne dis pas de bêtises, sur le marché, sur le délai de jouissance. Donc quelqu'un, par exemple, qui aurait investi en janvier 25, va percevoir des loyers à partir du premier jour du 7e mois, donc au premier jour du février, mars, avril, mai, juin, juillet. Donc il rentre en jouissance le 1er août. 1er août, oui, ça. Et donc après, il perçoit ses premiers revenus en septembre parce qu'en fait, on a une distribution mensuelle. Ce qui fait que tous les mois, de mois en mois,
aux alentours du 20 du mois, il va percevoir ses loyers. Et donc, ce que ça veut dire aussi, c'est que la personne qui va... Donc, imaginons maintenant quelqu'un qui investit en juin par rapport à cette personne qui a investi en janvier. Vous arrivez à déployer, mettons, début août. Vous commencez à percevoir des loyers à ce moment-là. Exactement. Et donc, vous allez payer des loyers à la personne qui a investi en janvier, en septembre, y compris avec les acquisitions réalisées avec l'argent collecté en juin. Tout à fait. C'est bien ça, en fait, qui fait que tout à coup, la personne de janvier perçoit des loyers sur une base plus importante, qui est le déploiement complet à la date à laquelle elle entre en jouissance. Tout à fait. Et alors, ça, c'est, on va dire, la première pierre de la performance, de la surperformance de 2025. Parce qu'il n'y a pas que ça, il y a des phénomènes qui peuvent amplifier ou amoindrir l'effet relutif du délai de jouissance. Effectivement, le délai de jouissance, on l'a compris, c'est la vitesse de déploiement des fonds qui bat l'entrée en jouissance départ. Ok, ça c'est la base. Mais après, il y a un deuxième élément qui compte pour beaucoup, c'est la dynamique de la collecte. Et si la dynamique est croissante et linéaire dans le temps, et que de trimestre en trimestre, on collecte un peu plus, et ben en fait on vient amplifier modulo la vitesse d'investissement, hein, si on reste dans une vitesse d'investissement constante, et ben en fait on vient améliorer et booster la performance. Et nous c'est vrai qu'on a eu cette chance-là chez Wimo, c'est que notre capitalisation est passée de 12,7 millions à fin 2024 à plus de 75 millions d'euros à fin 2025. Ce qui fait que on a fait quasiment x6 sur notre capitalisation. Donc cet effet-là de progression, et notre collecte a toujours été linéaire dans sa progression, ça a permis de doper la performance. Il y a, alors peut-être pas parler de dopage, mais en tout cas c'est quelque chose de très classique, c'est-à-dire que toutes les SCPI répondent aux mêmes règles. Peut-être juste pour essayer de le dire dans des termes peut-être un tout petit peu plus simples, parce que là, moi tu as rapidement, venant des maths, j'imagine en fait ce qui veut dire que la dérivée seconde est positive, donc la dérivée est croissante, et donc en fait il y a vraiment un effet d'accélération. Mais en fait, pour faire simple, l'effet relutif, il est d'autant plus important que le ratio collecte sur stock est élevé. Exactement. C'est bien résumé dans des termes mathématiques, c'est bien ça. Et en fait, nous, on a réussi à créer cette dynamique de collecte. Alors, il y a du travail, évidemment, parce qu'il faut convaincre les partenaires, les clients, du bien fondé d'investir chez nous. Mais il y a aussi eu des choix de gestion qui ont été forts et assumés chez nous. Lorsque nos partenaires, dont Louvre a fait partie et fait toujours partie, et que vous nous avez lancé au cours du deuxième trimestre 2024, et ben en fait, on a fait le choix de ne pas faire de parts sponsors. Vous savez, les parts sponsors, ce sont c'est lorsqu'une SCPI se lance, elle démarre et elle applique une décote sur le prix de souscription pour attirer les premiers entrants, et voilà, c'est un peu la prime. C'est un peu l'étincelle qui lance le produit. Exactement. En fait, chez Wimo, on n'a pas fait de par sponsor. Et en fait, pourquoi ? Parce qu'en fait, lorsqu'on a fait tourner nos modèles mathématiques, on s'est rendu compte que créer des parts sponsors, ça lance la collecte, et puis ensuite, dans les mois qui suivent la phase sponsor, dans 9 cas sur 10, et en fait, vous avez la collecte qui s'effondre. Et en tout cas, elle décroît significativement pour repartir ensuite. Et donc, le fait de créer une cassure dans la dynamique de la collecte, en fait, la SCPI casse sa capacité à surperformer. Voilà, je prends le propos, je caricature. Vous avez une SCPI qui a 5 mois de délai de jouissance, parce que nous, on a 6 mois de délai de jouissance, mais la plupart des SCPI ont généralement 5 mois. Je crois que c'est 4-5, c'est standard. 4-5, c'est standard. Donc en fait, c'est pas ce mois de jouissance en plus qui va faire que on arrive à exploser les compteurs. Non, ce qui fait que on a réussi à exploser les compteurs, c'est qu'on n'a jamais eu de cassure de notre collecte, et que lorsque il y a des CPI qui généralement peuvent se lancer, vous allez avoir une grosse phase sponsor, peut-être vous pouvez collecter 20-25 millions d'euros en 2-3 mois, mais après, dès lors que la phase sponsor s'arrête, après il y a plus de collecte ou très peu. Donc en fait, vous vous retrouvez à avoir toutes vos parts qui rentrent en jouissance au même moment, et donc vous vous coupez de l'effet relutif, effectivement, de votre capacité à investir plus vite que l'entrée en jouissance départ. Donc le fait de faire des parts sponsors et de casser la dynamique de la collecte, ça casse votre capacité à surperformer. De la même manière, les parts fondateurs. Les parts fondateurs, ce sont les fondateurs de la SCPI qui sont engagés pendant 3 ans minimum, et généralement, ils ont aussi une décote significative. En fait, plus vous avez un nombre de fondateurs qui est élevé, et plus vous impactez la période pendant laquelle vous êtes capable de surperformer. En gros, je m'explique. Nous, on a fait le choix de commencer avec 1,3 million d'euros de fondateurs. Parce qu'en fait, plus vous démarrez bas,
et plus vous pouvez surperformer longtemps parce que vous partez en fait d'un dénominateur qui est faible, qui est petit. Le ratio collecte sur stock. Exactement. Alors que si, par exemple, j'avais fait 4 millions de parts fondateurs, et ben en fait, dans nos modèles, on s'apercevait qu'on réduisait notre capacité, en tout cas on réduisait le temps de la surperformance par quasiment 2 en fait. Le simple fait de faire 1,3 million de fondateurs ou d'en faire 4 ou 5 millions, ben en fait la période de surperformance, elle est très très largement impactée. Donc ça c'est des éléments de stratégie qu'on a mis en place et de réflexion pour se dire que ben voilà, le taux de distribution cible de la SCPI, c'est 7% sur le long terme, il est non garanti, on est assujetti au bon paiement des loyers par les locataires, par tous ces éléments-là, donc il y a toujours un risque à investir dans l'immobilier. Mais la réalité, c'est que voilà, notre distribution cible, c'est 7%, mais si j'arrive à ce taux de distribution le plus tard possible et que ma période de surperformance est la plus longue possible, bah moi j'aurai rempli mon contrat vis-à-vis des associés qui seront arrivés. Qui t'ont fait confiance au début. Exactement. Alors si vous regardez cette vidéo et que la SCPI Wimo One vous intéresse, elle est bien évidemment disponible sur la plateforme de Louvainvest et en plus, je vous le rappelle, si vous investissez avec Louvainvest, vous pouvez bénéficier d'un cashback de 3%. Par exemple, si vous investissez 10 000 €, vous recevez 300 € directement sur votre compte bancaire. Vous pouvez retrouver tous nos outils de simulation qui sont totalement gratuits et les liens de prise de rendez-vous dans la description. Et alors pour rentrer peut-être un peu plus, encore plus là dans le concret, donc tu dis taux de distribution long terme 7%, vous faites 15,27 sur 2025. Est-ce que tu arrives à... Donc déjà, premièrement, on parlait tout à l'heure du taux de rendement acte en main. Alors déjà, est-ce que tu peux nous rappeler précisément, ça veut dire quoi le taux de rendement acte en main? C'est quoi ce terme un petit peu technique? Et ensuite, nous expliquer finalement ce 7%, comment tu le détermines? C'est finalement le taux de rendement acte en main moins les frais. Comment tu détermines ça? Et ensuite, du coup, dernière question, pardon, ça en fait plusieurs d'un coup. Quelle est la part de surperformance qui est allouable, 1, potentiellement à l'endettement, et 2, à l'effet mécanique du délai de jouissance? Très bien. Alors, pour répondre à la première question, donc le taux de rendement acte en main de la SCPI Wimo One au 31 décembre, il est de 8,24%. Okay. Et le taux de rendement acte en main, ça correspond à quoi? Ça correspond au loyer net de charge divisé par le prix de l'acquisition, plus l'ensemble des frais qui ont été nécessaires pour réaliser cette acquisition. Donc, la frais de courtage, frais de notaire, etc. Et c'est comme ça qu'on détermine le taux de rendement acte en main. La SCPI n'a pas encore prélevé ses frais de gestion au moment où on calcule le taux de rendement acte en main. Deuxième question, c'est comment est-ce qu'on fait pour déterminer la vraie performance d'une SCPI? En fait, il faut prendre le taux de rendement acte en main. Faut ajouter l'effet de levier, donc il faut calculer le taux de rendement acte en main post-leverage, parce qu'effectivement l'effet de levier vient booster un peu ce niveau de rendement, et on enlève tous les frais de la SCPI, les frais de gestion et tous ces éléments-là, et on module l'ensemble avec les éventuels locaux vacants et les éventuels impayés qu'il peut y avoir dans la SCPI. Donc, c'est ça qui permet de déterminer le vrai niveau de rendement du fonds immobilier sur lequel vous investissez. Troisième question, quelle est la part de la surperformance chez Wimo? En fait, d'un point de vue très concret, nous, on a toujours communiqué sur un taux de distribution cible long terme de 7%. À partir du moment où on communique sur un taux de distribution cible long terme de 7%, ce qu'il y a au-dessus, c'est de la surperformance. Alors aujourd'hui, si on n'avait pas ces effets évolutifs, on serait potentiellement entre 7,5 et 8% de rendement. Sans la mécanique du délai de jouissance. Sans la mécanique du délai de jouissance. Parce que voilà, on a un portefeuille acte en main qui est à 8,24, on a un peu d'effet de levier, on se concentre. Vous seriez déjà un peu au-dessus de l'estimation long terme. Exactement, on est au-dessus de l'estimation long terme. Et en fait, d'un point de vue très concret, les actifs, c'est pas qu'ils sont les mêmes pour tout le monde, parce que nous, on a un positionnement particulier, on achète des petits actifs, donc on a moins de concurrence sur cette classe d'actifs. Mais on ne va pas dire qu'on est plus intelligent que les autres. On fait le même travail que les autres. On a juste une particularité, c'est qu'on cherche à maximiser la performance. Et notre réflexion, toutes nos décisions sont faites pour maximiser la performance. Je vais te donner un exemple concret. Nous, on ne fait pas de dotation de report à nouveau. Nous, on distribue l'ensemble de ce qu'on encaisse. Peut-être rappelle-nous, c'est quoi le report à nouveau et pourquoi vous avez pris cette décision? Alors, le report à nouveau, c'est quoi? En fait, c'est de l'argent que la SCPI va encaisser et qu'elle ne va pas distribuer et qu'elle va tout simplement mettre en réserve. Donc, c'est les bas de laine, quoi. Exactement. C'est des choses... c'est une réserve dans laquelle la SCPI pourra piocher et distribuer le cas échéant. Pourquoi on a décidé de ne pas doter de report à nouveau? C'est qu'il faut savoir que dans une SCPI, en fait, les associés sont imposés non pas sur ce qu'ils perçoivent
perçoivent, mais sur le résultat fiscal de la SCPI. Et ils sont imposés sur leur quote-part de résultat fiscal de la SCPI. Dont le report à nouveau. Dont le report à nouveau. Alors qu'ils ne l'ont pas touché. Alors qu'ils ne l'ont pas touché. Et si d'aventure, le gérant décide d'arrêter de doter le report à nouveau dans le cadre ultérieurement, ou en tout cas il dote le report à nouveau en 2025, mais il arrête d'en doter en 2026, finalement, les associés qui étaient en jouissance en 2025, ils ont payé de l'impôt sur ce qui a été mis en report à nouveau, et en fait, ils ne l'ont pas perçu, et ça va profiter à tous les associés qui vont rentrer après. Donc en fait, de manière assez simple, c'est que en fait, vous payez de l'impôt, les associés payent de l'impôt sur l'argent qu'ils n'ont pas touché, et en plus, il y a un risque d'inéquité entre les associés si je décide de plus ou moins le doter. Et dans le cadre d'une SCPI qui est en croissance et qui a une bonne dynamique de collecte et qui est jeune, finalement, ça a assez peu de sens de doter le report à nouveau. Enfin, pour nous, en tout cas, dans notre gestion à nous. Moi, je te rejoins 100%. En fait, et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on a pas mal de clients qui analysent le report à nouveau comme ils l'analyseraient sur leur propre société, parce qu'un certain nombre d'entre eux sont chefs d'entreprise. Et ce que j'essaye de leur rappeler souvent, c'est qu'en fait, sur une SCPI à capital variable, le report à nouveau, en fait, de même que la performance se fait reluer par la mécanique de délai de jouissance et donc par les nouveaux entrants, au contraire, le report à nouveau se fait diluer par les nouveaux entrants. Parce que, imaginons qu'on reporte, je sais pas, 1 euro sur l'année, et en fait, l'année d'après, si la capitalisation est 2 fois plus importante, ce 1 euro, il représente 2 fois moins, puisque tout à coup, il faut le donner à 2 fois plus de gens. Donc en fait, il y a un sujet, à mon sens, très dilutif, que tout le monde n'appréhende pas totalement. Et puis la SCPI, dans notre philosophie, c'est que c'est un produit c'est un produit d'investissement qui est là pour distribuer un rendement, distribuer des revenus. Donc si on vient enlever une partie des revenus que les associés pourraient percevoir, en fait, on vient du coup aussi alourdir leur imposition en proportion. Donc en fait, on trouvait ça pas très juste dans notre gestion. Donc on préfère faire simple, on distribue ce qu'on encaisse et on a finalement une fiscalité qui est assez alignée par rapport aux revenus perçus. C'est rigolo parce que c'est un peu la même stratégie sur les fonds euros, tu sais, où il y avait des formes de report à nouveau qui permettaient ensuite de distribuer des bénéfices plus tard, etc. Peut-être une question. Alors, je rappelle, tu l'as rappelé tout à l'heure, effectivement, que les rendements ne sont pas garantis en SCPI, que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. En l'occurrence, je pense qu'on peut dire de manière assez claire qu'il est très peu probable, pour ne pas dire quasi impossible, que vous refassiez 15,27% de taux de distribution en 2026. Cela dit, tu pourras nous en parler. Mais au fond, donc, tu disais, voilà, on est à 15,27 en 2025. On devrait normalement converger, modulo tous les risques et l'absence de garantie, comme je viens de le rappeler, vers 7. Aujourd'hui, vos estimations vous donnent une convergence en combien d'années ? Pendant combien d'années vous pensez surperformer la performance long terme ? Alors, c'est des sujets qui sont assez touchy d'un point de vue communication, parce qu'on préfère être prudent sur nos communications. Tu l'as bien vu, on a annoncé 9,5% de taux de distribution, on a fait 15%. On annonce pour l'année 2026 un taux de distribution à 10%. Cible, encore une fois, non garantie. Exactement, un taux de distribution cible de 10%. La réalité, c'est quoi ? C'est que si on collecte 138 millions d'euros cette année, avec une vitesse de déploiement de 3 mois à peu près, des fonds, avec un tout petit peu d'endettement, et qu'on arrive à acheter des actifs qui offrent un rendement acte en main de 7%, en fait, on est plutôt sur du plus de 12%. On est plutôt sur du 12,5% de niveau de rendement. Sur 26. Exactement. Mais ça signifie, encore une fois, une exécution quasiment parfaite. Et donc, c'est pour ça que nous, de manière assez raisonnable, et c'est là où c'est raisonnable, et en même temps, je trouve que compte tenu du niveau de risque associé à une SCPI qui a un profil de risque plutôt prudent, équilibré, avec un SRI de 3 sur 7, servir du 10%, c'est déjà une anomalie. Donc en fait, dans nos projections, c'est déjà quelque chose de prudent pour 2026. Donc nous, on reste bien entendu prudent dans notre stratégie. L'idée, c'est de faire d'ici 3-4 ans des surperformances et ensuite de converger au bout de 3-4 ans vers notre taux de distribution cible qui est de 7%. Maintenant, la réalité, c'est que tout ce qu'on arrive à faire en plus sur nos prochaines années en termes de surperformance, ça bénéficie aux premiers. Ça bénéficie à ceux qui sont déjà investisseurs et à ceux qui sont déjà entrés en jouissance, mais c'est dans la poche de l'investisseur, donc c'est de la performance en plus. Donc ce qui est pris n'est plus à prendre. Donc nous, tout ce qu'on peut faire, si on peut retarder au maximum, on va dire, la convergence vers notre taux de distribution normatif qui est de 7%, et on va tout faire pour. On va essayer de faire je rappelle évidemment à tous nos auditeurs que là, tu nous as fait quelques calculs. Tu l'as rappelé, c'est dans un cas d'exécution. Donc là, on est plutôt de l'ordre du tableur Excel.
tout ce que vient de vous dire Ivan n'est pas garanti et comme il l'annonce, Exactement, il faut faire la preuve communication sur la cible, Ouais. encore une fois non garantie, est autour de 10% sur 26. Tu nous parlais de l'acquisition et c'est un sujet dont on n'a pas encore parlé. Pourtant, c'est le cœur, parce qu'au fond, là, ce qu'on vient de décrire sont plutôt des mécaniques financières, ne sont pas vraiment des mécaniques immobilières. L'immobilier, c'est le rendement acte en main. Quelle est votre stratégie et comment décidez-vous d'acheter ou non tel ou tel actif ? Alors, on est parti du principe dans notre stratégie d'investissement que on n'était pas plus intelligent que les autres et qu'on est des acteurs finalement rationnels et normaux dans un marché qui lui-même est rationnel. Un des principes de base dans l'investissement, c'est la dispersion du risque. C'est le fait de se dire que plus si on investit sur plusieurs actifs, en fait, on divise notre risque. Voilà, donc c'est pour ça que la SCPI est diversifiée de base en termes de typologie d'actifs, de classe d'actifs. Mais après, nous, on est allé un peu plus loin dans la démarche parce que on a fonctionné un peu par itération. On s'est positionné sur des actifs à 7, 8, 10 millions d'euros, comme toutes les SCPI, et puis on avait toujours des concurrents qui arrivaient et qui étaient capables de rajouter et de rallonger un peu sur le prix. Donc on s'est dit que si on faisait comme les autres, on arriverait à avoir les mêmes résultats, mais on n'arriverait pas à faire mieux. Donc on a adapté notre stratégie et on s'est mis à acheter des plus petits actifs, à moins de 5 millions d'euros. Pourquoi des petits actifs ? Parce que finalement, le marché est profond, il y a beaucoup d'actifs. Deuxièmement, on a des vendeurs qui sont des privés, parfois des institutionnels, mais souvent des privés fortunés. Donc en fait, ils sont assez sensibles à la qualité de notre signature. Et troisièmement, nos compétiteurs, finalement, ce sont aussi des privés, des marchands de biens, des family office. Mais il y a quelques SCPI dites small caps quand même. Exactement, il y a quelques SCPI, mais ce n'est pas la majorité du marché. Sur les 240 SCPI qui doivent exister, peut-être que si on peut citer des SCPI small cap sur les doigts d'une main, c'est le maximum. Et donc, en fait, nous, on s'est aperçu qu'on arrivait, parce qu'on avait moins de concurrence institutionnelle, à faire des offres sans conditions suspensives de financement et on arrivait à mieux négocier les acquisitions. Et d'ailleurs, on en parle assez peu parce que tout le monde se concentre sur notre taux de distribution de 15,27 en 2025, mais il faut savoir que notre valeur de reconstitution est bonne. Elle est à plus de 218 euros, là où le prix de part est à 200 euros. Donc ça signifie que c'est même un bon point d'entrée pour les investisseurs et ça illustre notre capacité à bien acheter. Voilà, donc dans la stratégie, on est diversifié, on achète des petits actifs, moins de 5 millions d'euros, ce qui fait qu'on a un portefeuille hyper granulaire aujourd'hui. Pour illustrer l'exemple et pour illustrer mon propos, quand j'ai démarré il y a une quinzaine d'années que j'étais encore étudiant en Master 2 à Dauphine et on avait notre prof qui nous parlait de la Tour First à la Défense. Il nous disait oui, c'est un bijou, c'est génial, etc. Et donc, en fait, on prenait toujours la Défense comme exemple. 15 ans plus tard, la Défense s'est totalement vidée, délaissée. Et je pense à tous ces investisseurs qui sont propriétaires d'une tour monolocataire louée à une entreprise du CAC 40. Pendant 10 ans, ils ont eu des loyers. Et puis le jour où le locataire décide de partir, ils n'ont plus aucun loyer. Et la tour, en fait, elle vaut la moitié de sa valeur. Et en plus, elle est obsolète. De mon côté, je me dis que si sur Wimo, nous, on arrive à avoir pour 1 milliard de capitalisation 500 actifs et que mon risque est dilué sur 500 locataires différents ou en tout cas sur 500 positions différentes, parce qu'on peut avoir des locataires qui ont plusieurs biens chez nous, et en tout cas, je me dis que c'est une meilleure gestion du risque pour mes investisseurs. Mais c'est plus de travail. C'est plus de travail et puis surtout, il y a une réalité, c'est qu'il y a une vacance structurelle qui va se créer. Parce que quand j'ai 500 lignes, j'ai forcément 10, 15, 20, 25, je ne sais pas combien de lignes qui vont à un moment donné être dans un turnover parce que le locataire ne paye plus, parce que le locataire est en difficulté, il quitte les lieux, etc. Ça fera partie de notre travail d'asset manager que de devoir gérer ces situations-là. Et effectivement, c'est plus de travail. Mais par contre, ça sert l'intérêt de l'investisseur parce qu'on disperse le risque. Et donc, c'est devenu quelque chose qui a été une adaptation. La stratégie small cap, c'est vraiment une adaptation par rapport aux contraintes qu'on a vues sur le marché. En fait, c'est devenu le pilier de notre stratégie. Donc, je parlais tout à l'heure d'itération. En fait, l'idée, c'est de toujours s'améliorer et d'aller maximiser. Je me fais un petit peu l'avocat du diable. Mais si je résume, tu nous dis que finalement, sur les small caps, ou en tout cas ces actifs de taille un peu plus petite, il y a moins de compétition, donc vous négociez mieux. Vous avez plus de pricing power, comme on dit parfois. Vous pouvez faire baisser le prix. Donc ça, c'est super. Pour l'instant, vous achetez. Dans quelques années, potentiellement, vous serez à la vente. Est-ce qu'à l'inverse, vous ne pouvez pas vous faire essorer à la sortie, de même que vous essorez potentiellement aujourd'hui à l'achat? Alors, de manière concrète, il n'y a pas moins de compétition. Il y a juste des compétiteurs qui ne boxent pas dans la même catégorie que nous.
C'est-à-dire que mes concurrents sur ces acquisitions, ce sont, je l'ai dit, des family office, ce sont des marchands de biens, ce sont des privés fortunés. Enfin, donc, ce sont des personnes qui n'ont pas la même surface financière qu'un fonds comme nous. Et donc, mécaniquement, lorsqu'on arrive et qu'on négocie avec un vendeur et qu'on lui propose une offre sans condition suspensive de financement avec un paiement comptant, et voilà, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a réussi à emporter notre McDonald's à Rome à plus de 7% de rendement acte en main. C'est un truc qui n'existe pas. Le vendeur était pressé de vendre. Il avait plusieurs propositions. Et puis, en fait, nous, on est arrivé. Et puis, le lendemain, il avait son chèque de 500 000 euros. Enfin, on avait fait un virement chez le notaire pour bloquer l'affaire et pour lui verser son dépôt de garantie. Et donc, en fait, il s'est dit, en fait, le deal, il va se faire avec eux. Et la semaine prochaine, enfin, en tout cas, la semaine d'après, on avait signé. D'accord. Donc, c'est ce genre de situation qui illustre notre capacité, notre agilité à se positionner sur ce genre de deal. Donc, je dirais pas qu'il y a moins de compétition, il y a juste des compétiteurs sur lesquels on a un avantage, exactement, un avantage concurrentiel fort. Ok. Tu nous rappelais du coup le sujet de la valeur de reconstitution, c'est intéressant. Donc vous êtes à peu près autour de quasiment 9% de décote. Donc vous êtes quasiment à la limite réglementaire en fait sur la décote aujourd'hui. Donc on peut imaginer potentiellement que ça pourrait mener dans le futur à des réévaluations, notamment, et je le rappelle, parce qu'il y a toujours un petit risque dans ces conditions-là, c'est que les nouveaux entrants finalement payent moins cher. Et en plus, il y a un autre élément, c'est que quand le prix de part est très en dessous de la valeur de reconstitution, il a tendance à faire baisser la valeur de reconstitution mécaniquement. Donc peut-être un sujet par rapport à ça. Pour revenir sur votre stratégie d'allocation, vous annoncez aujourd'hui très international. Vous prévoyez quand même 25% sur le marché français. C'est quoi la stratégie pour les futures acquisitions ? Alors, aujourd'hui, au 31 décembre 2025, on avait 85% du patrimoine en zone euro, en Espagne et en Italie, donc hors de France, et 15% du patrimoine en France. On conserve toujours de la France parce que, déjà, c'est un marché sur lequel, aujourd'hui, compte tenu du contexte en France, on arrive quand même à trouver des actifs avec des bons taux de rendement. Voilà, avec des bons locataires. Voilà, donc en fait, ça mérite d'être étudié parce que la France est un marché mature. Deuxièmement, on sait que nos clients, nos souscripteurs, ils préfèrent de l'Europe parce qu'ils ont moins de fiscalité. Évidemment. Voilà, donc mécaniquement, on a limité aussi la France et c'est vrai que on a d'autres alternatives sur le marché européen qui sont tout aussi intéressantes. Mais la France reste néanmoins très intéressante pour nous parce qu'on arrive à mettre de l'effet de levier, à lever de la dette assez facilement. Là où c'est moins le cas à l'étranger, c'est ça ? Là où c'est moins le cas à l'étranger et surtout en France, aujourd'hui, on a une SCPI qui collecte. Ça se passe bien, on a des super ratios, donc ça veut dire que les banquiers adorent. Et donc aujourd'hui, moi par exemple, lorsque j'étudie un actif en France, on nous demande seulement 20% de fonds propres. Et le reste, ça peut être financé avec de la dette, ce qu'on arrive difficilement à avoir dans les autres pays européens. Donc en fait, votre endettement global est limité, mais si on prenait que le périmètre France... Exactement, on arrive à mettre très peu de fonds propres et donc en fait on a un retour sur fonds propres qui est maximisé. Typiquement en actif à 5 millions d'euros, j'ai qu'1 million d'euros d'equity, de fonds propres à mettre et le reste est levé avec de la dette. Donc finalement, j'arrive à vraiment optimiser ma performance. Et tu as de la dette à quel niveau de taux aujourd'hui, si tu peux partager? Je sais pas si Alors on est à 11%, on est à 11%, un peu plus de 11%. Non, pardon, je parlais de à quel taux tu empruntes. D'accord. En termes de taux, aujourd'hui, on emprunte à 4% sur du taux fixe et on est sur une maturité d'une dizaine d'années. En amortissable? En amortissable, ouais. Okay. C'est ce qui coûte le moins cher à la SCPI. Parce qu'effectivement, hormis l'année 1 qui coûte la même chose qu'en in fine, plus les années avancent et plus finalement le coût du service de la dette, le service de la dette coûte moins cher et décroît tout simplement parce qu'il y a moins de capital restant dû. Voilà. Ok, très intéressant. Oui, donc ça effectivement, c'est un point intéressant pour les auditeurs. Donc tu disais qu'au global, vous êtes autour de 11% d'endettement. Exactement. Le maximum réglementaire, il est de 40%. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une limite un peu intellectuelle fixée à 27% parce que au-delà de 27% de taux d'endettement, on a certains organismes de calcul qui vous incitent à changer de niveau de SRI pour passer à 4 sur 7 parce que forcément il y a un peu plus de risques pour les investisseurs. Plus il y a de risques évidemment. Et donc du coup là pour 2026, on a compris que vous aviez des ambitions importantes, que vous êtes dans très bonne posture, une valeur de reconstitution très élevée par rapport au prix de part, potentiellement un objectif non garanti de 10,
encore une fois, peut-être surperformer, peut-être pas, ça l'avenir nous le dira. Est-ce que vous avez d'autres gros projets pour 2026 ? Alors, aujourd'hui, on est présent en Espagne, en Italie et en France. Parmi les projets que l'on a, et on devrait pouvoir le réaliser sur le premier trimestre, on va investir dans un nouveau pays. Ça devrait être l'Irlande. Donc, on a l'acquisition sur laquelle on travaille. Au moment où on tourne cette vidéo, on n'attend plus que notre numéro de TVA pour pouvoir passer à l'acquisition. Voilà, l'Irlande. On travaille aussi sur l'Allemagne et sur la Croatie, la Slovénie, parce que bon, il y a des taux d'imposition qui sont assez faibles. Et puis, il y a quelque chose qu'on regarde tout le temps quand on est investisseur, c'est on regarde souvent le rendement brut, mais il faut aussi regarder le rendement net. Et c'est vrai qu'en Allemagne, en Irlande et en Croatie, en fait, on a des niveaux d'IS qui sont, enfin, d'impôt sur les sociétés et des règles fiscales qui font que c'est assez avantageux. Donc, ça permettrait d'améliorer notre niveau de rendement net de fiscalité étrangère. En tout cas, l'Italie, l'Espagne, c'est quand même assez élevé. L'Allemagne, on est à 15,8, donc c'est exactement. Moins, Et puis l'Espagne, on est à 19%, et l'Italie, on est à 24%. Bien que l'Italie, on est à 24% lorsqu'on achète en direct. On a structuré un fonds en Italie qui est propriétaire de certains actifs, ce qui permet d'optimiser la fiscalité parce qu'on arrive à remonter des revenus financiers. Donc on est à la flat tax et ça améliore. Et puis moi, j'ai moins de frais à l'acquisition. Donc ça, c'est une optimisation qu'on arrive à faire sur l'Italie. Et surtout, ça permet aussi de créer un véhicule local et donc d'accéder plus facilement à de la dette et à des partenaires. Et bon, voilà, tout est mécanique. Hein, voilà. Quand on travaille avec les banques, etc., on arrive à avoir plus facilement de nouvelles opportunités. Donc, dans les objectifs, donc ouvrir de nouveaux pays, on souhaite aussi s'implanter dans les bureaux et ouvrir des bureaux dans lesquels, dans les pays dans lesquels on est implanté. Donc là, on a pour projet d'ouvrir des bureaux en Italie et en Espagne. Donc, on ne sait pas si on arrivera à faire ça en 2026. Ça dépendra de notre dynamique d'investissement, parce que, par exemple, pour l'Espagne, les taux se sont un peu tassés et c'est assez difficile de trouver des bonnes opportunités en Espagne parce que tout le monde y est pour des raisons diverses. On arrive à acheter rapidement, la croissance est bonne, le chômage baisse, il fait beau, on y mange bien. Donc en fait, toutes ces pays sont en Espagne. L'Irlande un peu aussi quand même. L'Irlande un peu aussi. Le UK. Exactement, mais un peu moins sur notre créneau des petits actifs en Irlande. Donc on sent que c'est plutôt pas mal ça. UK, on n'y va pas nous parce qu'il y a un risque de change. Et que mécaniquement, en tout cas pour notre SCPI, c'est pas ce qu'on veut. Alors peut-être pour une nouvelle SCPI plus internationale, mais voilà, on a pour projet aussi d'améliorer notre service d'outils internes pour les souscripteurs, pour qu'ils aient un meilleur espace client. Donc on travaille sur la question. Donc on est au tout début du projet. Et puis aujourd'hui, on l'a pas dit, mais on a une forte exposition au commerce. Alors c'était les opportunités qui ont fait ça parce que en fin d'année 2025, on a eu l'occasion de l'opportunité d'acheter un portefeuille de plus de 20 millions d'euros de commerce. Donc ça a donné une coloration très forte au commerce à la SCPI. Et l'idée, comme la SCPI doit être diversifiée et qu'aucune classe d'actifs ne doit représenter plus de 50% du patrimoine total, en fait, on cherche à rééquilibrer ça. Et on aimerait bien s'exposer à l'hôtellerie et à la logistique. Si on se dit qu'il n'y a plus d'industrie en France, on peut être sûr qu'il y aura toujours des hôtels et qu'on sera un peu un musée à ciel ouvert. Donc l'hôtellerie, à mon avis, il n'y a pas trop de sujet. Mais par contre, on n'arrive pas à en trouver en dessous de 5 millions d'euros. Donc on se projette sur des hôtels un peu plus grands parce que c'est quand même intéressant de s'exposer à cette typologie d'actifs et que finalement, faire une petite entorse au règlement des 5 millions d'euros sur l'hôtellerie, la logistique, ça peut avoir du sens. En fait, on n'arrivait pas à trouver d'hôtel à 3-4 millions d'euros qui soit pertinent. Dès qu'on veut un hôtel qui soit un peu sympa et viable sur le long terme, c'est aux alentours de 10-15 millions d'euros. Donc sur l'hôtellerie, on fera des petites exceptions et on croit beaucoup à l'hôtellerie en Europe. Voilà, donc diversification sectorielle, diversification géographique, amélioration de nos outils internes, ouverture de bureaux dans les pays dans lesquels on a nos actifs. Voilà, en résumé, les projets 2026. C'est déjà pas mal. Peut-être que ça débordera sur 27 aussi. On verra. Voilà. Merci beaucoup, Ivan. Merci à toi, Clément. Merci à Lou. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'on a pu répondre aux questions que vous aviez sur la SCPI Wimo One. Et je me permets de vous rappeler que si vous souhaitiez investir dans cette SCPI, vous pouvez directement aller dans la description. Vous avez les liens pour étudier un projet d'investissement avec un conseiller, faire des simulations ou tout simplement investir. Merci.